Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui à MPCM Jean-Pierre Baudritou, membre du Parti Socialiste, qui a été longtemps conseiller général à Sion, qu'il est peut-être toujours, Oui, qu'il est encore. Donc on va d'abord commencer par le dictionnaire du diable. Je lui ai gardé une petite définition, donc c'est ce dictionnaire de Ambrose Bierce, et la définition que je lui propose et qui réagisse à vif, c'est gredin, idiot considéré sous un autre angle. Qu'est-ce que ça te dit, cette définition caustique? On est tous, quelque part, on est tous l'idiot de quelqu'un. Hein, et puis ensuite, il est facile aujourd'hui de comparer l'idiot du village qu'on avait autrefois. Chaque village avait son idiot. Aujourd'hui, sur le web, quand on voit ce qui est écrit, des idiots du village, il y en a des quantités extraordinaires. Donc c'est vrai que c'est vraiment une appellation qui était sympathique dans le temps parce qu'on avait de la sympathie pour l'idiot du village. On se moquait un peu, mais quelque part, il manquait jamais de rien. J'ai fait une exception pour Jean-Pierre ce matin. Il nous a apporté trois livres, mais il y a un livre Joker qu'il a trouvé en préparant cette émission pour les 3 livres que je vous propose ici. C'est sur le Tché, et il va nous expliquer pourquoi ce livre l'a marqué. Oui, ce livre m'a marqué parce que je suis tout d'abord quelqu'un qui est fan d'Amérique latine, d'Amérique du Sud, où j'ai eu la chance, quand j'étais plus jeune, d'y séjourner pendant une bonne année. Et puis, c'est une icône, c'est une image, le Tché. Plein de personnes le portent sur un t-shirt ou en le drapeau, sans savoir vraiment qui c'était. C'est presque devenu une marque, comme Bella Ciao est devenue une marque de chansons, les gens ne savent plus ce que c'est. J'ai trouvé ce livre une fois, probablement j'ai été conseillé parce que je suis un petit peu flemmard, et lire un livre aussi épais que ça, c'est quelque chose qui est au-delà de mes forces. Et quand j'ai commencé, j'ai pas pu sortir. J'avais une passion pour ces personnes. Ça, c'est une biographie. Oui, c'est vraiment l'histoire de sa vie depuis l'avant qu'il soit connu jusqu'à sa mort. Donc c'est le livre Ernesto Guevara, connu aussi comme Le Tché, de Paco Ignacio Taibo. C'est chez Métallier Payot. En tous les cas, on peut le trouver en bibliothèque s'il n'est pas encore édité. Et puis alors maintenant, on passe aux 3 livres qu'il nous a apportés. Le premier que je présente ici, c'est Le Guerrier de porcelaine de Mathias Malzieu chez Albin Michel. Alors, en quoi ce livre t'a marqué et quel est le propos en fait de ce livre? Mathieu Malzieu, j'ai appris par la suite qui c'était exactement. Il a fait de la chanson. C'était quelqu'un qui était assez connu. Moi, je suis tombé par hasard en regardant une émission littéraire sur une chaîne française, et Malzieu était présent et il a un petit peu raconté comment lui est venue l'idée de faire ce livre. En fait, c'est l'histoire de sa famille, de son père, de son grand-père qui ont vécu la guerre. Et plus il parlait, plus je pensais à la manière dont j'ai grandi. Il faut savoir que mon père était un partisan, un résistant qui a été prisonnier pendant 5 ans pendant la dernière guerre. Il était 1911, donc on avait presque 50 ans d'écart. Et puis j'étais très touché par la manière dont il relatait ses souvenirs qui finalement ils étaient très différents des miens, mais les souvenirs qui ont forgé ma personne. Je veux dire, mon enfance mes histoires étaient que des histoires de guerre. Papa a passé, mais j'ai entendu que des histoires de guerre. Ensuite, il a été partisan. Ensuite, il a même été décoré par le général de Gaulle à la fin de la guerre. Pour moi, la guerre était quelque chose d'inéluctable qui devait arriver un jour, parce que c'était ces histoires. Et puis ces histoires, à y réfléchir, je me suis dit, c'est inconscient de raconter ça à un enfant, et pour lui, c'était tellement important. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit peu le guerrier de porcelaine.
Et puis le prochain, un livre qui t'a marqué, Porca Miseria, chez Gallimard, de Tonino Benacquista. De quoi s'agit-il? Alors il s'agit de l'histoire d'un enfant qui a grandi issu de l'immigration italienne, ce qui était aussi mon cas, qui a grandi en France et qui est devenu qui sortait d'une famille qui était de bas niveau, comme on dit, entre guillemets, hein, parce que sa maman était analphabète, ou presque, et il a réussi à se forger, à se faire, et puis en lisant ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai ressenti, c'est quelque chose qui était fort chez moi, puis c'est un gars qui a fait, c'est sa propre histoire, donc c'est un gars qui a fait des choses extraordinaires, qui est devenu très connu, et puis une sensibilité magnifique. C'était une soirée aussi, c'est toujours dans cette émission. Alors j'ai passé chez Françoise, à la liseuse, et naturellement, elle a pu me les obtenir. Et puis alors, le troisième, plus connu, de Sylvain Tesson, Dans les forêts de Sibérie. Je pense que c'est une traversée de la Sibérie, ou bien? C'est un gros coup de cœur. J'ai reçu ce livre il y a 3 ans. J'ai eu un gros problème de santé, puis j'ai passé 2 mois au CHUV, et mon ami m'a offert ce livre. Mais c'est un livre qui m'a éclairé, c'est un livre qui m'a poussé en avant. En fait, c'est sa propre histoire à Sylvain Tesson, que je ne connaissais pas. J'ai eu honte de savoir que j'avais pu vivre jusque-là sans connaître tout ce qu'avait fait Sylvain Tesson. Et il a vécu une saison d'hiver entière dans une petite cabane en plein milieu de la Sibérie, avec toutes les difficultés. C'est un délice que j'invite chacune et chacun de lire. Et alors, j'ai reçu cette semaine un livre de Narcisse Prat que je ne connaissais pas. C'est le Dictionnaire insolent. Alors, je vous donne juste une petite définition sur la mule, femelle du mulet et pantoufle papale. Ça, c'est pour voir un peu le style d'ironie, etc. Il y a un nombre d'entrées impressionnant, 554 pages. Il était très étonné que je connaisse pas ce livre. D'ailleurs, nous aurons à MPCM également Narcisse Prat. Et puis alors maintenant, nous commençons notre petite discussion. Alors c'était... Je voulais encore juste dire, j'aurais aimé amener un autre livre que j'ai cherché partout. Je me souviens de l'avoir lu, je devais avoir 10-12 ans. Je ne sais pas comment il était apparu chez moi. Probablement, ma maman était passée une fois chez Emmaüs, elle savait que j'aimais les livres. Elle avait acheté toute une série de livres en ne les connaissant pas. Et j'ai lu une nouvelle de Léon Tolstoï. Cette nouvelle, je l'ai lue, je ne sais pas combien de fois. Le titre? Je ne sais pas, hier soir, je suis encore allé ouvrir toutes les caisses que j'ai à la cave pour retrouver cette nouvelle. C'est l'histoire d'un soldat qui est blessé et puis qui est sur un champ de bataille, et il a un cosaque à côté mort, et puis il est immobilisé. Et puis je l'ai lu, puis je l'ai lu, puis je l'ai lu. Je crois que de là est venue ma passion pour un pays qui est la Russie. Puis alors, mon coup de cœur personnel de la semaine, c'est un livre de Damien Muride, Dans l'attente d'un autre siècle. C'est un tout petit livre, la prose poétique, l'histoire d'un enfant dont la mère est, on va dire, en utilisant un euphémisme très problématique, un peu sauvé probablement par la littérature et par le basketball. Une merveille à chaque page. C'est vraiment des très très petites pages, des très petits chapitres, mais absolument magnifiques. Je vous le conseille sans restriction. Et puis alors maintenant, avec Jean-Pierre Baudrito, il y a un dossier, un élément de discussion que je ne peux pas fuir parce que je le connais. Je connais on va dire, son combat en faveur du peuple palestinien depuis très longtemps. Et avant de parler de tout ça, il y a le dernier numéro de l'excellente revue hebdomadaire Le 1 Hebdo, qui est sur Israël, la Palestine et nous, que je vous conseille également sans restriction. Alors la première question que j'ai envie de te poser, Jean-Pierre, en sachant tes combats passés, etc., quelle a été ta réaction le 7 octobre lorsque tu as eu connaissance de ce qui s'est passé juste à l'extérieur de la terre de Gaza dans le pays d'Israël?
Alors, j'ai pas appris tout de suite parce que j'étais en déplacement, j'étais en voyage avec des amis au Piémont. J'ai appris ça le lendemain. J'ai mon cœur qui s'est déchiré parce que si je suis très solidaire avec le peuple palestinien, j'ai aussi un coup de cœur pour Israël. J'ai un coup de cœur pour ce que les habitants d'Israël ont vécu. Voilà, c'est quelque chose. Tu verras, j'ai beaucoup de paradoxes dans ma vie. Je suis à fond pour le peuple palestinien, mais je suis très solidaire avec Israël parce que je trouve que c'est une belle chose. Je comprends ce qui s'est fait. Quand j'ai appris ça, j'avais vraiment mal au cœur, je trouvais ça scandaleux. Je suis toujours scandalisé par celui qui attaque. C'est en plus qu'on a appris qu'il y avait des femmes, bon, voilà, c'est toujours des civils, c'est toujours des innocents comme d'habitude qui. Et en même temps, je me suis dit, ils vont passer à la caisse. Je sais que donc, on n'est pas un homme de droite, un homme de gauche. Il y a des propos de Jean-Luc Mélenchon qui, comme moi, tu approuves dans sa logique. Et puis alors là, il y a eu ce débat sur la problématique de Israël-Gaza où la LFI a refusé d'utiliser les termes d'organisation terroriste pour qualifier le Hamas de Gaza. C'est quoi cette position-là de l'homme de gauche que tu es par rapport à ce discours de cette frange de gauche qui semble dériver vers quelque chose d'assez lugubre presque? Elle me déchire parce que je peux imaginer qu'on pense au fond de nous à certaines choses, mais quelque part il faut être clair. On ne peut pas excuser ce genre d'attitude qu'a fait le Hamas. Après, je suis pas assez spécialiste pour savoir pourquoi aujourd'hui c'est le Hamas qui représente les Palestiniens. Il y a eu des élections. Hein. Encore aujourd'hui, on dit qu'il y a les 2/3 de la population du Hamas, de Gaza qui voteraient pour les représentants du Hamas. Oui, et plus les choses vont aller comme ça, parce que je te donne un coup, tu me rends un coup, je te donne un coup, tu me rends un coup, ça veut dire que toutes les personnes qui sont au milieu puis qui essayent de se tendre la main, chaque fois elles sont tiraillées vers l'extérieur. Je peux pas les excuser. Le Hamas, je ne peux pas excuser. C'est scandaleux ce qui a été fait. Mais moi, j'ai pensé tout de suite à une chose. J'ai pensé à Sabra et Shatila. Je me souviens plus du nombre de personnes qui avaient été massacrées avec la bénédiction du gouvernement israélien d'Israël. J'ai eu la chance de connaître beaucoup d'Israéliens. Pour la plupart, c'était des travaillistes. Je les avais connus en Amérique du Sud. C'était des gens extraordinaires. Je suis aussi allé en Israël c'est en début 83, pendant l'occupation quand ils avaient occupé le Liban. J'ai rencontré des Israéliens là-bas avec qui on pouvait vraiment avoir des débats, des gens qui avaient envie que ces choses s'arrêtent, des gens qui pensaient qu'elles allaient s'arrêter. Je me rappelle quand je suis parti là-bas, alors que j'étais déjà sensible à la cause palestinienne, j'avais pris un bouquin de Menahem Begin sur l'histoire de sa vie pour savoir vraiment qui c'était. J'avais l'exemple de ce qu'avait fait Golda Meir, voilà, j'ai toujours eu une sensibilité par rapport à Israël et j'ai été toujours déchiré, comme beaucoup le sont par la Shoah. Alors, des fois, j'avais tendance à être un petit peu direct. Je me dis, mais comment on a pu fuir les fils barbelés et puis en construire ensuite? Comment on a pu détruire des murs et puis en faisant des murs puis en mettant les gens de l'autre côté? Quand je suis allé là-bas, les murs n'existaient encore pas. J'avais été à Hébron, j'avais été à Naplouse, on pouvait encore rencontrer des gens, chose qu'aujourd'hui tu ne peux plus faire. Voilà, c'est très déchirant pour moi parce que j'ai Israël qui est quelque part dans mon cœur. On ne va pas parler de Netanyahou parce que bien sûr. Avec les Israéliens eux-mêmes en ont. Donc si je résume, on est bien d'accord que nous sommes tous deux des fervents opposants à la colonisation à outrance. Absolument. Qui a été organisée notamment par ce Premier ministre depuis des années. Absolument, absolument. Et voilà. Mais maintenant,
ces massacres qui ont eu lieu puis qui sont scandaleux ne permettent pas de... Si on est mal luné, puis si on a les idées qui sont un petit peu tordues, on peut se dire que quelque part, l'occasion est bonne pour vider la bande de Gaza. S'ils pouvaient, parce qu'on leur demande maintenant gentiment de partir, ces pauvres gens là-bas qui vivaient déjà dans des conditions déplorables, on aimerait vider la bande de Gaza. Au début 2020, je suis allé à Varsovie, une ville magnifique, et j'ai été visiter le musée de l'histoire juive. Bon, un pro-palestinien, c'est quand même... Puis j'étais... Mais ça, mon cœur a pleuré, et on avait un hôtel qui se trouvait vraiment à la limite de l'ancien ghetto de Varsovie. J'ai vu comme tout le monde le film Le Pianiste, mais j'imaginais ce qui se passait là-bas, mais voilà, pourquoi on doit continuer à se haïr pour des raisons historiques, parce que finalement c'est religieux, mais c'est quand même historique à ce niveau-là. C'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, parce que... Quelle est ta réaction quand on voit, moi je sais que tu suis aussi l'actualité française, etc. Ces jours-ci, ces temps-ci, ces derniers 10 jours, il y a cette polémique sur la nomination. Camus a dit que c'était très important de nommer les choses pour ne pas ajouter au malheur dans ce monde. Mais ici, alors, on a une bataille sémantique violente, on peut dire, entre les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les actes terroristes. Au niveau de la sémantique, comment tu te situes par rapport à ça? Pour moi, c'est très simple. La guerre est un crime contre l'humanité. Peut-être que les raisons sont valables, ça, on le saura historiquement plus tard. Aujourd'hui, on commence à juger ce qui s'est passé il y a 300 ans parfois. Pour moi, c'est toujours un crime contre l'humanité. Ce qu'a fait la Russie, je te disais tout à l'heure, j'ai beaucoup pour la Russie, mais déjà pour la Russie du siècle dernier, du 18e, 19e siècle, j'aimais ça, mais quand j'ai vu ce qu'a fait Poutine, ça m'a déchiré, c'est un crime contre l'humanité, quoi. Toutes les guerres sont des crimes contre l'humanité, parce qu'une guerre n'est jamais propre. Les principales victimes, la majorité des victimes sont toujours des civils. Alors, vouloir jouer sur les mots, vouloir faire de la dialectique alors qu'on ne fait que de massacrer des gens, j'aurais presque même tendance à dire celui qui vend les armes, il est complice de celui qui les utilise, quoi. Je me suis peut-être éloigné de ta question. Non, voilà. Je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. En tout cas, je sens très bien la réponse personnellement. Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent la sentent. Moi, je la sens très bien.